Bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité effectivement pour parler coaching à des cardiologues. Alors c'est vrai que quand on m'a proposé le topo, je me suis dit pourquoi ça intéresserait des cardiologues de parler coaching. Ça passe pas. Si. Donc effectivement, on va se poser d'abord la question, et ça je pense que tout le monde a répondu, pourquoi on prescrit de l'activité physique? On le sait tous, on connaît tous les bénéfices santé à la fois en termes de prévention primaire, prévention secondaire. Pour la plupart d'entre vous, on fait quasiment tous, j'imagine, pas mal de réadaptation, donc on sait l'intérêt en prévention secondaire. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, ça nous intéresse une fois que les gens sont malades, mais globalement, avant qu'ils soient malades, on ne leur prescrit pas, on ne leur donne pas d'ordonnance d'activité physique, et effectivement, un sujet sain, ça ne vous intéresse pas en tant que cardiologue. Pourtant, quand vous prescrivez un médicament, vous mettez une posologie, une dose, une fréquence de prise, un nom de médicament. Pourtant, quand vous avez du cholestérol élevé, n'importe quel demeuré est capable de prescrire des statines. Ma fille qui a 6 ans, je lui dis, tu vois, 2 grammes sur LDL, il faut prescrire une statine. Elle est capable de le faire, il n'y a pas besoin de faire, d'avoir fait 15 ans d'études pour le faire. Par contre, pour encadrer des sportifs amateurs ou des gens qui veulent se remettre au sport, qui est quand même un des meilleurs médicaments en cardiologie, a priori, il n'y a plus personne. Donc c'est vrai que c'est quand même un élément important. Après, c'est vrai que les sportifs, quand ils sont un peu habitués et qu'ils viennent vous voir pour avoir des améliorations de performance, ça commence à être Google Translate, c'est-à-dire qu'on ne parle pas la même langue, et qu'effectivement, il va falloir réussir à comprendre de quoi ils parlent. Et donc, l'idée de ce topo, c'était effectivement de faire un peu le Google Translate, et puis en même temps de savoir quel message on peut leur faire passer à ces sportifs. Alors, je vous rappelle quand même que pourquoi il faut les coacher, c'est que quand on voit les niveaux d'activité physique de façon générale, quel que soit l'âge, 4 enfants sur 5 ne pratiquent pas une activité physique quotidienne, 2 adolescents sur 3, un adulte sur 3 et un senior sur 3. Donc on a quand même potentiellement du boulot pour les remettre au sport, mais encore faut-il quand même leur donner les bons éléments et savoir comment on va faire les choses. Deuxième partie de la question, c'est les sportifs amateurs. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire un sportif amateur? Le sportif amateur, c'est le béotien, effectivement, celui qui n'a pas fait de sport et qui vient vous voir d'abord pour être rassuré, pour savoir ce qu'il peut faire, mais après, docteur, qu'est-ce que je peux faire, comment je fais? Il va peut-être falloir l'encadrer, vous n'allez pas lui dire juste ce qu'on a dit pendant des dizaines d'années, aller marcher 3 fois 30 minutes dans la semaine, ça vous fera du bien. C'est pas comme ça qu'on bosse. Est-ce que c'est l'amateur, le vrai, c'est-à-dire le plus à risque, celui qui fait une seule séance par semaine? Il va falloir un petit peu le recadrer dans sa pratique. Est-ce que c'est l'amateur éclairé? On va dire, j'espère, la plupart d'entre nous, au moins 2 à 3 séances par semaine. Est-ce que c'est l'accro, 4 à 5 séances, avec parfois un esprit de compétition? Ou bien est-ce que c'est le sportif amateur, mais de très haut niveau d'entraînement, celui qui s'entraîne 1 à 2 fois par jour, 10, 15, 20 heures par semaine, avec le boulot en plus, avec la vie de famille en plus, et avec les risques qu'il faudra prendre en charge de votre côté, de surentraînement, de burn-out, etc., etc. Donc c'est un peu ce genre de langage qu'il va falloir avoir. Et donc comment on va les prendre en charge, comment on va les coacher? Déjà, effectivement, on va passer par l'interrogatoire, et c'est un des points importants de notre sportif. Il va falloir l'interroger effectivement, quel âge il a, quels sont ses facteurs de risque, mais ça, là encore, n'importe quel demeuré est capable de le faire. On le fait tous en consultation. Donc effectivement, ça s'est fait rapidement. Le profil psychologique, il faut quand même s'y intéresser, parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose de s'adresser à un cadre supérieur dynamique qui a le marathon prévu avec la boîte et qui va vouloir de toute façon essayer de défoncer tous les collègues pour performer, ou bien le tout gentil qui vient vous voir parce qu'il veut faire de l'aquabike et que ça lui permettra de draguer la petite mamie qui est à côté de lui parce qu'il est tout seul et que ça va lui faire du bien. Donc effectivement, il faudra un petit peu savoir à qui on s'adresse dans ce cadre-là. Parler du passé sportif, c'est important parce que est-ce que c'est quelqu'un qui fait du sport depuis qu'il a 10, 15, 20 ans et qui n'a jamais arrêté? Est-ce qu'il s'est arrêté pendant 20 ans, qui se retrouve à se regarder dans le miroir et en s'imaginant comme il se voyait il y a 20 ans, il pense qu'il va pouvoir redémarrer au même niveau? Et celui-là, il est extrêmement à risque. Et puis, effectivement, quels sont ses objectifs? Parce qu'il va falloir l'accompagner dans ses objectifs. Alors, la base du cardio-coach, entre guillemets, effectivement, c'est le test d'effort. Et c'est votre plus-value, c'est ce sur quoi il va falloir effectivement travailler. L'intérêt, effectivement, du test d'effort, pour vous, ça va être l'électrocardiogramme, la tension, le rythme. Le sportif qui vient vous voir, il n'en a rien à secouer. Ce qui l'intéresse à lui, c'est sa fréquence cardiaque max, sa fréquence cardiaque de réserve,
sa VO2 c'est seuil et sa VMA ou sa PMA selon qu'on fasse du tapis ou du vélo. Donc l'idée déjà c'est de comprendre de quoi on parle. Vous lui dites votre test d'effort il est bien, ça ne l'intéresse pas. Il veut que vous lui expliquiez ses seuils, il faut que vous lui donniez ses fréquences cardiaques ou ses allures au seuil. Et ça, c'est les éléments sur lesquels vous pouvez avoir accès plus facilement que Jogging International qui va juste donner des valeurs de pourcentage théoriques. Alors, quand on parle de fréquence cardiaque max, de quelle fréquence cardiaque on parle? Ça a l'air tout bête, effectivement, mais lui, quand il vient vous voir, alors soit il se le fait avec sa montre, soit il se base sur ce qu'il lit sur Internet et autres. Le fameux 220 manage, nous, on est quand même un peu moins cons, mais des fois, c'est pas si sûr. Il vient vous voir pour son test d'effort. Maintenant, c'est un coureur à pied, ouais, ça me fait chier de le mettre sur tapis. Je vais le mettre sur vélo, c'est plus facile, ça dure moins longtemps. Je suis d'accord avec vous, mais vous n'aurez pas sa fréquence cardiaque maximale et vous n'allez pas pouvoir lui donner ses seuils. Donc, le coureur, vous le faites passer sur un tapis, le cycliste, vous le faites passer sur un vélo, celui qui fait de la pétanque, vous faites ce que vous voulez. Après, il faut aussi être un tout petit peu crédible. Et quand on fait un sportif, on ne reste pas assis et de préférence, on n'a pas 30 kg de surpoids quand on parle à des sportifs, sinon on perd en crédibilité, ça a l'air tout bête, mais l'image est un point important pour le cardiologue du sport et pour le cardiologue qui va s'occuper des sportifs. Donc effectivement, c'est quand même un point sur lequel il faut être alerte. Et je ne poserai pas la question, mais de la même façon, si vous voulez être crédible dans les messages que vous passez, il faut savoir de quoi vous parlez. Ça veut dire que si vous ne faites pas de sport régulièrement, si vous ne savez pas ce que ça veut dire d'avoir des courbatures, si vous ne savez pas ce que ça veut dire de faire du fractionné, etc., comprendre les ressentis qu'ils peuvent avoir, ça posera un problème dans effectivement le Google Translate qu'on va pouvoir avoir avec eux. Ensuite, ils viennent vous voir en disant que dans le Jogging Magazine, ils ont trouvé la fréquence cardiaque de réserve. Bon, on connaît tous la formule, et elle est effectivement utilisable et elle est très utilisée dans les plans d'entraînement. Le problème, c'est effectivement, un, la fréquence cardiaque max, laquelle on utilise, et puis deux, la fréquence cardiaque de repos, laquelle on utilise. Très clairement, ce n'est pas celle qu'on aura en consultation avec nous, parce qu'ils sont à 70, 80, 90, pour peu qu'ils soient inquiets ou très inquiets, donc on ne pourra pas définir celle-là, donc il faudra leur expliquer comment la prendre de façon précise. Et la fréquence cardiaque de réserve, c'est effectivement un élément qu'il faut avoir en tête pour pouvoir les coacher. Après, bien évidemment, ils viennent avec juste un truc dans la tête, donnez-moi ma VO2. La seule chose, c'est que la VO2, elle vous sert à quoi? Est-ce qu'elle vous sert dans ce cadre-là? Le type qui est inscrit en athlétisme, qui fait du sprint, très clairement, la VO2, vous pouvez lui calculer s'il a envie, ça lui fera plaisir, ça lui servira à rien. Est-ce que là, ça va lui servir? Oui, ça aura un intérêt et ça sera pertinent pour donner des éléments de pratique d'entraînement. Est-ce que là, ça a un intérêt? A priori, je ne pense pas. D'accord? Néanmoins, et je vous rappelle encore, pour finir, pourquoi ça a un intérêt dans certains sports et pas dans d'autres, quand on regarde les filières énergétiques à l'effort, on connaît tous ce diagramme-là, plus on est sur un effort court, moins le côté aérobie de l'effort est pris en compte, plus on est sur un effort long, plus ce côté-là est pris en compte, et donc c'est là où la VO2 va avoir un intérêt pour vos sportifs. Et effectivement, quand on regarde, là on parle uniquement course à pied, les filières énergétiques utilisées, globalement, en dessous de 1500 mètres, il n'y a pas tellement d'intérêt d'aller faire de la VO2 pour vos sportifs, pour pouvoir apprécier leur performance, leur donner des protocoles d'entraînement et autres. Et là, on est sur des entraînements vraiment très spécifiques quand on est en dessous. Quand on dépasse les 3000, etc., là, on voit qu'effectivement, l'importance de la filière aérobie, donc de la VO2, est plus intéressante, et là, ça permettra de les coacher et de les driver de façon plus claire. D'autre part, c'est important, si vous vous occupez de sportifs, d'avoir ces éléments-là dans votre ordinateur, des ABAC qui vous permettent de déterminer, en fonction de la VO2, quels sont les temps que vous pouvez attendre sur 10, 20 semi-marathons et autres. Et donc, ça, c'est quand même un élément assez intéressant, parce que c'est souvent une des demandes qu'auront les sportifs quand ils vont venir vous voir. La VO2, c'est bien, mais la VO2, ça ne fait pas tout. Et il y a beaucoup d'autres facteurs, c'est-à-dire que la VO2 identique, on n'aura pas les mêmes performances. Et comment on peut l'expliquer? Plusieurs façons. Déjà, vous avez les facteurs psychologiques. Quand on est très motivé pour courir longtemps et vite, on fera des meilleures performances. Quand on est soumis à des températures, à des degrés d'hygrométrie, à de la pollution, Laurent connaît bien le problème, puisqu'il fait un topo dessus assez régulièrement, c'est des éléments qui vont être impactants sur la performance et sur ces éléments-là. C'est des éléments de la plus-value de la consultation de cardiologie du sport, parce que vous expliquerez que ce n'est pas les mêmes façons de s'entraîner quand il va faire 35 degrés, que ce n'est pas les mêmes fréquences cardiaques, que ce n'est pas les mêmes allures, et je ne parlerai pas d'alimentation, hydratation, etc. Mais tout ça, c'est des plus-values que vous aurez dans votre consultation de cardiologie du sport et sur l'entraînement de vos athlètes. Et après, bien évidemment, il y a aussi le coût énergétique de l'effort.
Ce n'est pas la même façon de courir comme ça, de courir sur les pointes, de courir en talons. Donc ça, c'est des éléments qui vont changer aussi les choses. Vous ne dépensez pas la même énergie à vous déplacer si vous avez 90 kg, si vous avez 60 kg, si vous avez une foulée où vous marchez comme un canard, que si vous avez effectivement une foulée de gazelle. Donc effectivement, c'est des éléments sur lesquels il faudra leur donner des conseils d'entraînement aussi. Je donne l'exemple de la course en côte, par exemple, qui leur permet d'améliorer un petit peu la pratique d'améliorer leur mécanique et leur foulée. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut les aider. Les seuils, alors il y a tous les noms possibles dans la littérature, donc il faudra aussi là encore leur expliquer. SV1, SV2, seuil aérobie, anaérobie, seuil d'endurance, seuil de fractionné, etc. Globalement, ce qu'on arrive à leur faire passer, et quand on parle des sportifs et différentes strates, la vie, et c'est ce qu'on disait effectivement dans notamment les cardiopathies à très haut risque, la vie se fait autour du SV1. L'activité physique, c'est entre le SV1 et le SV2, et la performance se fera au-delà du SV2. Après, il faut aussi leur expliquer que c'est des zones, ce n'est pas des seuils définis à fréquence cardiaque près, et qu'effectivement, si mon seuil aérobie, par exemple, est à 130 battements par minute, s'il fait 40 degrés dehors, la fréquence cardiaque ne sera plus du tout la même. Et c'est là où il faut comprendre aussi un élément, c'est que nous, on entraîne beaucoup en réadaptation sur des fréquences cardiaques. Alors après, on peut discuter de ça, effectivement, moi je ne suis pas physiologiste, mais sur des sportifs, on s'entraînera beaucoup plus sur des allures. Dans le sens où, vous connaissez tous la dérive de la fréquence cardiaque, faire ralentir un sportif pour le faire travailler à son seuil, ça n'a pas d'intérêt. Vous allez le garder à une vitesse de course et vous n'allez pas le faire jouer sur ça. D'autre part, l'intérêt de calculer les seuils, c'est de pouvoir ne pas être sur un truc générique comme ce que vous aurez dans le jogging, mais plutôt leur donner des seuils vraiment précis sur lesquels ils pourront vraiment travailler. Vous aurez enfin la VMA, qui est globalement la vitesse pour laquelle vous atteignez la VO2 max, ou la puissance si on parle de la PMA. Globalement tenable entre 4 et 8 minutes selon le niveau physique et le mental de l'athlète, et c'est ce qu'on utilise énormément dans les plans d'entraînement. On sait qu'on a une relation entre la VMA et le pourcentage d'utilisation de la VMA, excusez-moi, et la distance parcourue. Et effectivement, on ne court pas un 10 km au même niveau de sa VMA qu'un marathon. Et là encore, je vous montre ce tableau-là qui est un peu chargé, mais c'est juste pour expliquer, effectivement, en fonction de ma VMA, vous avez des ABAC qui vous donnent des temps au marathon. Par exemple, quelqu'un qui court à 13 km/h, qui a une VMA à 13 km/h, vous savez qu'il va globalement courir le marathon à peu près aux alentours des 4 heures. Et donc, ça vous permet d'appréhender, de leur donner des éléments de discussion. Après, on va rentrer effectivement dans l'entraînement lui-même, en fonction de cette VMA. Il faudra définir l'entraînement en endurance. Alors, endurance, ça veut tout dire et rien dire pour les coureurs à pied, par exemple. Vous avez l'endurance fondamentale, l'endurance critique, l'endurance active, qui se définissent en fonction soit de la fréquence cardiaque, soit de la VMA. Et donc, je vous ai marqué ici, pour que vous ayez en tête ce genre de choses, un footing très lent, les footings de récupération, c'est globalement à 60% de sa capacité, de sa vitesse maximale aérobie. L'endurance fondamentale, c'est globalement autour de 60 à 70%. Et on court un semi ou un marathon aux alentours de 70 à 80% de sa VMA. Après, il faut faire attention, parce que des fois, eux vous parleront en fréquence cardiaque, vous allez leur répondre en allure, ils vont vous parler en fréquence cardiaque de réserve, donc il faut vraiment qu'on arrive à parler la même langue à un moment. D'accord ? Ça, c'est vraiment des éléments importants. Je passe rapidement, parce que c'est ce que je vous expliquais là, mais c'est aussi pour essayer de traduire ces mécaniques d'entraînement. L'endurance fondamentale, c'est un des trucs qu'on utilise énormément effectivement dans les entraînements marathons et autres. C'est quand même extrêmement difficile, parce qu'en fait, on est sur des allures extrêmement lentes, et c'est difficile de courir sur ces niveaux-là. L'endurance active, je vous ai montré, voilà, je suis capable de dire 6 à 8 mots quand je cours. Si je n'ai pas mon cardio-fréquence-mètre, ça me permet de pouvoir le cadrer à peu près. L'endurance critique, je suis à la limite de l'essoufflement et je suis plutôt vers 70 à 80% de ma fréquence cardiaque de réserve. Et donc voilà, tous ces paramètres, il faut que vous les ayez en tête parce que c'est ce qu'ils vont vous demander. Ils vont vous demander de construire des protocoles d'entraînement et c'est par rapport à ça que vous allez pouvoir leur répondre. Bien entendu, vous aurez aussi les fameuses séances de fractionné. Alors, c'est quoi l'intérêt du fractionné? C'est que si je me mets à haute intensité, je vais pouvoir tenir 4, 8 ou un peu plus pour les meilleurs, 4-8 minutes de haute intensité. Si je fractionne, ma durée totale d'effort à haute intensité sera plus importante. Et donc, ça va me permettre de travailler à plus haute intensité plus longtemps et surtout d'améliorer mes performances, de reculer mon seuil vers la droite et donc d'améliorer ma vitesse de course. Donc, ils vont vous demander effectivement de leur expliquer le fractionné. Après, vous avez plein de types de fractionnés. Alors, je vous en ai donné deux, le fractionné court, le fractionné long. Le fractionné court, à chaque fois qu'ils vont vous poser la question, c'est globalement le 30-30. 30 secondes en accélération importante, 30 secondes de récupération.
et un nombre de répétitions qui, en fonction des gens, va être de 6 à 15 répétitions. Et effectivement, c'est un entraînement qui est quand même potentiellement traumatique sur le plan articulaire, qui va faire monter assez haut en fréquence cardiaque, pas sur les premières répétitions parce qu'on n'a pas le temps de monter ni de descendre, mais au fur et à mesure des répétitions, on va monter quand même assez haut et on ne va pas redescendre très très bas. Mais là encore, ce qui nous intéresse, c'est les allures de travail, et ça ne va pas être les fréquences cardiaques nécessairement. Vous avez le fractionné long, qui est le même principe, sauf qu'on va juste allonger les temps, mais on va être avec des allures plus réduites. Pour donner là encore des éléments de discussion, c'est globalement, on va être au niveau du SV2 pour le fractionné long, et on va être plutôt vers la VMA pour le fractionné court. Donc ça, voilà, pour que vous ayez déjà en tête ce genre de discussion que vous pouvez avoir avec vos sportifs. Après, effectivement, quel sport ils vont pratiquer, vous avez tous vu ce tableau, vous le connaissez bien. Maintenant, à quoi ça correspond en réel? Effectivement, c'est plutôt sur ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on est avec des sports... Quand vous leur dites de faire des sports intenses à modérés, comment il faut le traduire pour eux? Quand vous leur dites de faire des sports intenses, comment il faut le traduire pour eux? Vous avez ce genre de choses qui vous permettent de dire qu'un sport intense, c'est plus de 70% ou 80% de la VO2 max, c'est entre 75 et 90% de la fréquence cardiaque max, fréquence cardiaque de réserve, ou bien évaluation au doigt mouillé avec l'échelle de Borg. Donc ça vous permet de vraiment pouvoir recadrer un petit peu ça, savoir ce qu'ils peuvent faire, savoir ce que vous pouvez leur donner. Et je vous rappelle quand même que l'intérêt du test d'effort que vous faites initialement, c'est d'évaluer les capacités de votre sportif. Et d'évaluer les capacités, ça va vous permettre effectivement de savoir sur quel sport vous allez pouvoir l'orienter et à quel niveau vous allez pouvoir le faire travailler. Et donc ça, c'est quand même un point vraiment important. Après, le problème, c'est qu'on n'est pas que des cardiologues quand on s'occupe de sportifs et qu'il va falloir leur parler de préparation physique générale avec tous les exercices que vous pouvez leur donner. Et donc, c'est les pompes, les abdos, les gainages, etc., etc. Le seul truc, c'est qu'il faut être spécifique dans ce que vous faites. Donc, il faut adapter au sport et à la pratique de votre sujet. On va le voir après. Je vais passer un peu rapidement sur ça, qui sont les principes généraux, parce que le temps passe un peu vite sur le chrono. Donc l'échauffement, la séance de travail et puis la récupération, vous connaissez tous ça très bien, donc je ne vais pas passer du temps dessus. Le seul intérêt, c'est d'expliquer quand même aux gens, et ça fait partie aussi là encore de votre plus-value en consultation de cardiologie du sport, pourquoi je m'échauffe, parce que souvent ils ne font pas cette phase-là. Je m'échauffe parce qu'effectivement, au niveau cardio, j'ai moins d'accidents, etc. Je dilate, j'ouvre mon arbre artériel. Ok, très bien. Au niveau musculaire, ça va me permettre surtout d'améliorer les réactions biochimiques intracellulaires. Ça va me permettre d'améliorer l'influx nerveux, notamment la coordination dans mon geste. Et ça va lubrifier mes articulations, donc j'aurai moins de risque de me blesser. Donc c'est pour ça que c'est important de leur faire passer ces messages-là. Il faut que l'entraînement il soit progressif, il faut qu'il soit régulier, il faut qu'il soit varié, diversifié. Alors ça, c'est difficile à faire comprendre à des gens qui font que de la course à pied, qui sont un peu des monomaniaques de la basket. Faut leur expliquer que s'ils veulent pas se blesser, s'ils veulent même améliorer leur performance, c'est pas des Kenyans, ils feront jamais les 2 heures au marathon. S'ils veulent pouvoir continuer à courir longtemps et bien, de rajouter des séances de vélo de temps en temps, de rajouter des séances de natation, de penser à la préparation physique générale, tout ça, c'est important qu'il y ait une diversification. Et bien sûr, il faut que ça soit individualisé en fonction des limites. Et c'est là encore où j'insiste, et il faut quand même interroger le sportif sur ses pathologies traumatiques, sur l'arthrose du genou, sur l'arthrose de hanche, sur les problèmes de dorsalgie et autres. Tout ça, c'est des éléments qui vont vous permettre d'orienter au mieux et savoir comment les accompagner. Là encore, ça c'est pour les gros sportifs, leur faire passer le message du repos. On progresse au repos parce que ça va permettre à vos muscles et à votre cœur de récupérer un minimum, et vous allez avoir ce phénomène de surcompensation qui leur permet de progresser derrière. On régresse en ne faisant rien, et on sait que quand on est au sommet de la performance, on passe plus facilement du côté surentraînement et baisse des performances si on rajoute des séances. Et vos sportifs amateurs n'ont pas la sieste, les massages et ce qui se passe pour tous les athlètes de haut niveau. Donc c'est quand même des éléments à prendre en compte. Notamment, il faudra leur parler du sommeil, de la récupération et de ces éléments-là. Donc je finirai juste avec 3 cas cliniques pour essayer de voir un petit peu comment on peut les coacher. Profil numéro 1, 55 kg, 116 kg, 1m78, sédentaire. Il reprend le sport, mais il reprend bien. C'est-à-dire que son objectif, c'est dans 6 mois, premier marathon. C'est des cas qui existent. Hein. Celui-là, c'est du réel. Hein. Vous lui faites le test, son test d'effort sur vélo, 150 watts, 103% de la FMT. Bon, asymptomatique cardio, on s'en fout, tout va bien. VO2 à 18, premier seuil à 100, deuxième seuil à 155.
Qu'est-ce que vous en faites? Ok, mais est-ce qu'il fait son marathon? Il faut maigrir, c'était la première réponse. Est-ce qu'on l'autorise à courir son marathon dans 6 mois? Pour moi, on ne l'autorise pas à faire son marathon, non pas pour une contre-indication cardiologique, c'est qu'il n'a pas les capacités à courir un marathon. 150 watts, 110 kg et quelques, très clairement, le risque traumatologique et le risque effectivement de le faire en marchant, qui n'a aucun intérêt en lui-même et puis il n'y aura pas de plaisir pour lui. Donc c'est une contre-indication, pour moi en tout cas, à lui signer un certif marathon. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'entraîner, le coacher, lui donner des perspectives pour pouvoir éventuellement courir l'année prochaine avec la boîte. Et donc, dans ces cas-là, l'attitude, c'est quoi? C'est 1, pas de marathon. 2, je reprends 2 fois par semaine. Je reprends sur des sports portés, typiquement du vélo elliptique. Fréquence cardiaque de travail qui sera à 60% de la fréquence cardiaque max, donc aux alentours de 110 battements par minute. Sur de l'endurance fondamentale, éventuellement endurance active. Durée 30 minutes à 1 heure progressivement au fur et à mesure du temps. Et bien évidemment, alors je ne vais pas parler de la perte de poids parce que ce n'est pas ce qui va nous intéresser là, mais ça fait partie des choses évidentes. Mais clairement, renforcement musculaire, avec 3 séries de 8 répétitions sur des choses qu'il est capable de faire vu son poids. Les pompes sur les genoux, d'accord, pas les vraies pompes sur les pieds, ça il est capable de faire, ou bien adosser à un mur s'il n'est pas capable de faire dans un premier temps, les levées de genoux et éventuellement la chaise sur lesquelles il peut travailler déjà et aider sur le renforcement musculaire. Donc ça c'était la façon de lui faire son planning. Ben voilà, je vais lui rédiger une ordonnance où je lui marque le lundi vous faites ça, le mardi vous faites ça, le mercredi vous faites ça, et il faut que tous les jours il y ait quelque chose à faire. D'accord ? Et il faut par contre lui donner les fréquences cardiaques et les éléments pour pouvoir se surveiller et s'améliorer. Profil numéro 2, 26 ans, il a trouvé son programme sur Internet, il fait de la course à pied 2 à 3 fois par semaine, il s'est mis à 135 battements par minute, 70% de sa fréquence cardiaque max, et il court à 11 km/h. Il fait de la muscu que du haut parce qu'il a envie de plaire dans les soirées, et il vient vous voir parce qu'il a envie de courir son marathon en moins de 3 heures. Son test d'effort, sur tapis roulant cette fois-ci, il est monté à 205 battements par minute, donc un petit peu au-dessus de sa fréquence théorique. Il est monté à 18 km/h, donc il gambade bien. Sa VO2 est aux alentours des 50. Premier seuil à 12 km/h, deuxième seuil à 16 km/h. Laurent me dit c'est mal barré pour les 3 heures. Mon attitude, premier conseil, déjà, on va lui expliquer qu'il va peut-être falloir arrêter de travailler pour faire le beau gosse, mais plutôt travailler un petit peu sur les jambes, sur le renforcement musculaire. Donc je vais lui donner des exercices spécifiques, effectivement, de squat, fente et autres. Deuxièmement, je commence à lui expliquer que ça ne serait pas inintéressant d'introduire du fractionné, parce que pour l'instant, il n'en fait pas du tout. Troisième chose, je recadre sa fréquence cardiaque maximale, parce que lui, c'est basé sur le 220 moins l'âge de jogging, et sa fréquence à lui, elle est plutôt à 220 moins 15. D'accord ? Donc effectivement, on recadre déjà ça, et on recadre surtout ses allures de course, parce que je vous rappelle que là, son seuil, je crois que son endurance fondamentale était à 12 km/h, donc là, il court à 11. Très clairement, il peut courir nettement plus vite. Après, sa question, c'est est-ce qu'il peut faire les 3 heures ? 18 km/h de VMA, entre 2h55 et 3h07. Ça, c'est en DAX, mais ça peut passer. Hein, ça vaut ce que ça vaut, les tableaux, mais ça te permet d'avoir des éléments d'orientation par rapport à ça. Donc, effectivement, vous allez lui conseiller d'acheter le cardiofréquence-mètre, lui dire, effectivement, ses fréquences cardiaques en endurance fondamentale, endurance active, etc. Et vous lui faites son planning au fur et à mesure de la semaine, en lui expliquant les phases de récupération, les phases d'endurance, les entraînements fractionnés en alternance en faisant du fractionné court ou du fractionné long. Et vraiment, tout ça, c'est des choses qu'il faut lui marquer pour l'améliorer. Je vous rappelle qu'en termes de risque cardiaque à long terme, les plus forts survivent. Études des années 80-90, on vous montre que plus vous avez une capacité d'effort élevée, moins vous avez d'accidents cardiaques, que vous soyez sujet sain ou avec une cardiopathie. Donc le but de les améliorer, c'est quand même de leur permettre d'éviter les complications. Hop là, profil numéro 3, 65 ans, 66 kg, 1m76, il fait du tennis de table en compétition 3 fois par semaine. Vous lui faites un test d'effort, il monte à 155 battements par minute, 180 watts, 32 de VO2, 115 et 140 pour les seuils. C'est quoi votre attitude ? Globalement, pourquoi je lui ai fait une VO2 ? Il n'y avait pas un intérêt à lui faire une VO2, si ce n'est que ça me rapporte un peu plus d'argent que le test d'effort simple. Mais sinon, en vrai, aucun intérêt. Vous lui conseillez d'aller voir un ophtalmo, vous lui conseillez des exercices de pratique adaptés
par rapport à son sport qui était le tennis de table. Donc plutôt du gainage dynamique, de la coordination avec du jonglage, de la corde à sauter, des déplacements latéraux par exemple. Stretching, poignet, main, hanche par exemple. De faire un peu d'endurance parce que ça lui fera toujours du bien et en termes de prévention cardio. Et donc l'idée, c'est plutôt spécifique dans l'attitude et dans la prise en charge de cet athlète. Et encore, comme je disais, là je finis sur ça, on n'a pas parlé d'alimentation, de sommeil, de stress dans la gestion de votre sportif. Donc si vous voulez vous former, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il vaut mieux lire ça ou ça? Moi, j'ai fait mon choix. Et effectivement, ça vous évitera de dire des conneries, parce que si vous avez un triathlète qui vient vous voir en vous disant qu'il fait un half Ironman et que pour vous, la distance du half, c'est ça dans la tête, ou bien que vous ne savez même pas ce que c'est, vous allez avoir du mal à l'encadrer, lui expliquer et lui permettre de s'améliorer. D'autre part, ils viennent souvent en ayant plus de connaissances que vous, ou en croyant en avoir certainement plus que vous. Donc c'est là où il faut être quand même assez clair. L'intérêt des tableaux que j'ai mis, Laurent, c'est aussi une deuxième chose, c'est que souvent ça permet pour ceux qui font de la VO2, vous savez que le nombre d'erreurs sur la VO2, il est colossal. On se retrouve souvent avec des VO2 qui sont surévalués, sous-évalués par rapport au niveau. Et donc le fait d'avoir ces tableaux permet parfois de recadrer un petit peu son niveau de VO2 par rapport au reste. Je vous rappelle, donc effectivement, pour finir, dans la plus-value de la consultation de cardio du sport, vous avez quand même ces règles à faire passer pour vos sportifs. Et je vous remercie.